l'espace européen environ 170 000 cas de maladies d'origine hydrique, diarrhée, hépatite A, fièvre typhoïde, etc. C'est ce cri d'alarme de l'OMS qui va expliquer qu'en janvier 2007, à Genève, les représentants des pays européens vont se rencontrer pour lancer finalement le protocole sur l'eau et la santé. Alors que le sujet était resté tabou jusqu'alors, ce protocole sera le tout premier traité visant à réduire le nombre de décès et de maladies liées à l'eau en Europe. Ceci sachant qu'à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau le 22 mars 2005, 2 ans plus tôt, l'ONU avait déjà lancé la deuxième décennie de l'eau, dont l'objectif était d'encourager les gouvernements à prendre les mesures nécessaires pour réduire de moitié, de 2005 à 2015, le taux de personnes n'ayant pas accès de façon durable à un approvisionnement en eau potable. Les dirigeants européens étaient tous conscients du manque d'enjeu des engagements qu'il avait pris. Mais le protocole européen sur l'eau, plus ambitieux, a-t-il amélioré le quotidien des Européens en matière de la disponibilité en eau potable? Qu'en est-il de la situation en Amérique du Nord? Nous allons y voir plus clair dans les lignes qui suivent. Ces poissons toxiques. Lorsque vous allez en Europe et aux États-Unis, évitez de boire de l'eau du robinet, parce que même si elle est jugée potable, c'est-à-dire selon la législation, force est de constater que cette dernière est plutôt très laxiste et tolérante par rapport à certains résidus de pesticides et un taux de plomb très élevé. Évitez de manger du poisson, parce que, dans des États comme la Floride, il est certifié que les poissons vendus aux consommateurs sont toxiques. En Occident, les mers, les rivières, les fleuves et les bordures d'océans sont à tel point pollués que les poissons qui sont servis au quotidien sur ces marchés sont de véritables poisons impropres à la consommation humaine. Et pourquoi ne l'interdit pas? Parce qu'en démocratie avancée, il faut tenir compte d'abord du poids de ceux qui votent. Ainsi, les pêcheurs doivent être ménagés pour ne pas faire perdre des voix aux prochaines élections locales ou nationales. D'après un communiqué de l'Agence française de sécurité alimentaire, France, publié le 5 juillet 2013, en raison de la contamination, au mercure et au PCB, des poissons vendus en France, l'agence recommande de réduire sa consommation et ne manger de poisson que 2 fois par semaine. Au-delà, vous risquez des complications graves. Le communiqué rendu public par l'AFP va plus loin pour les poissons des rivières et des lacs et récite ceci: la consommation des poissons d'eau douce dits bioaccumulateurs, tels que l'anguille, le barbeau, la brème, la carpe ou le silure doit être limitée à 2 fois par mois et à 1 fois tous les 2 mois pour les femmes en âge de procréer, enceintes ou allaitantes. Les enfants de moins de 3 ans, les petites filles et les adolescentes sont aussi concernés par ces recommandations. Pour ce dernier groupe de population, il est déconseillé de manger les poissons prédateurs sauvages comme la lotte, le bar, la bonite, l'anguille, le grenadier, le flétan, le brochet, la dorade, la raie, le sape ou le thon, l'espadon, le marlin et le siki en raison d'un risque de contamination au mercure. Le drame est bien celui-là, si on ne peut pas manger de poissons venant d'une rivière car malgré les stations d'épuration et les divers contrôles, le niveau de pollution est aux étoiles, comment peut-on ensuite l'appeler potable et conseiller les ménages de la boire? Et comme si ça ne suffisait pas. Selon la directive européenne sur l'eau, Water Framework Directive, à partir de 2015, on dira qu'une eau est potable dans l'Union européenne, sur la base de l'état chimique de 33 polluants dits prioritaires. Oui, mais voilà, le choix de ces 33 produits répond plus à une logique de pression des lobbies des industries chimiques qu'à un réel besoin de santé publique. Le 1er mai 2011, dans la revue Science Direct paraît et livre le résultat d'une étude très sérieuse réalisée par 10 chercheurs de plusieurs pays européens réunis autour du Centre Helmholtz de recherche environnementale, UFZ, étude réalisée sur les plus importants fleuves en Europe, avec pour titre Total Environnement, An Risk Assessment Approach for the Prioritization of 500 Classical and Emerging Organic Micro-Contaminants à potentiel rive et bassin spécifique pollutant under the European Water Framework Directive. Ces scientifiques ont recherché les polluants présents dans l'eau des bassins de l'Elbe, République tchèque-Allemagne, du Danube, fleuve qui traverse 10 pays européens, de l'Escaut, Belgique, et des rivières de Hellel-Obregat, Espagne, et ce, à travers 750 analyses sur 5 millions de prélèvements. Les résultats sont époustouflants. D'abord, les polluants sont des pesticides. Or, ces pesticides ne font pas partie des 33 polluants que l'UE demande de rechercher. C'est-à-dire que lorsque le consommateur européen boit un verre d'eau jugée potable selon la directive européenne, cette eau contient en effet des poisons que l'Union européenne a décidé de ne pas classer sur les 33 polluants. Non pas qu'ils sont moins toxiques, mais parce que ce sont les parents pauvres de la filière chimique qui, parce que comptant peu économiquement, ont eu la malchance d'être choisis pour faire partie des 33 polluants.
Ainsi, l'un des scientifiques qui ont mené l'enquête, le Dr Peter von der Wee, chercheur à l'UFZ, déclare « Aucun de ces pesticides n'est sur la liste des 33 polluants prioritaires qui doivent être surveillés par les autorités dans toute l'UE. » La terbutylazine est un composé structurellement lié aux polluants simazine et atrazine, dont l'usage est interdit. Aujourd'hui, la majorité des substances présentes n'est pas répertoriée, alors que des produits chimiques ont été interdits et ne sont plus utilisés. La directive cadre européenne sur l'eau devrait s'assurer à l'avenir non seulement de répertorier les substances chimiques présentes, mais aussi de surveiller leurs effets. Les autorités européennes portent étrangement trop peu d'attention aux pesticides alors qu'ils sont plus toxiques et dangereux. Voilà pourquoi la liste des polluants prioritaires doit être révisée. En d'autres termes, il y a des produits chimiques interdits dans l'Union européenne pour leur dangerosité, mais qui se retrouvent étrangement dans l'eau qu'on va boire, parce que l'Union européenne l'interdit, oui, mais ne va plus contrôler si ce produit rentre dans la composition d'autres produits ou non. Durant leurs recherches sur les 500 polluants, le plus présent était le diéthylhexylphtalate, DEP, un polluant très toxique considéré comme un perturbateur endocrinien. Les perturbateurs endocriniens, PE, sont des substances chimiques d'origine naturelle ou artificielle, elles miment, bloquent ou modifient l'action d'une hormone et perturbent le fonctionnement normal d'un organisme, humain ou animal. Le drapeau rouge égale excréments humains sur les plages. En Europe, afin d'assurer la santé et la sécurité des baigneurs et des touristes, il existe des drapeaux pour indiquer l'état du danger. Si vous vous demandez ce que signifie le drapeau rouge des plages, on va vous répondre baignade interdite. Mais en tant que géostratège, vous ne pouvez pas vous arrêter à cette première question. Autre question, et pourquoi ne peut-on pas se baigner dans la mer? À cette simple question, vous débouchez sur un des secrets les mieux gardés des élus européens, y compris ceux qui ont basé leur fonds de commerce politique sur les problèmes environnementaux. Lorsque vous voyez un drapeau rouge sur une plage européenne, cela veut tout simplement signifier, dans de nombreux cas, qu'il y a des excréments humains en très grande quantité et en gros morceaux sur la plage et dans l'eau où les citoyens veulent aller nager. Souvent, le drapeau n'est pas hissé très tôt et ce sont les nageurs qui se retrouvent avec des morceaux d'excréments au visage ou dans les cheveux ou encore dans la gorge. C'est en tout cas ce qui s'est passé le mois d'août 2013 dans de nombreuses plages européennes. On est donc le 8 août 2013, le journal régional français Sud-Ouest publie la photo des eaux d'égout de la ville de Biarritz se déversant directement sur la plage ou dans la mer. En sachant bien que les vagues vont bientôt ramener sur les plages ces matières fécales. Plusieurs élus politiques furent interrogés par le journal pour trouver une solution au plus vite à ce problème et quelle ne fut la surprise du journaliste d'avoir une réponse de résignation à cause du manque d'argent. Et j'ajoute, à cause aussi du manque de créativité des politiciens. Le politicien devrait être quelqu'un capable de trouver des solutions dans des situations impossibles. Au lieu de cela, ils se sont tout défilés. Un certain Léo Clapet répond tout aussi fièrement que résigné en tenant ses propos. Personne n'a de solution miracle face à ce problème. Il faut rester humble, mais accepter aussi avec courage de se retrousser les manches et d'investir dans le réseau sanitaire des sommes considérables, pour les générations futures, l'économie et l'environnement de Biarritz. Oui, vous l'avez bien compris, au moment où des ONG européennes de tous bords se bousculent en Afrique, et de surcroît, sans argent, pour apporter gracieusement aux Africains des solutions aux problèmes de l'eau, ils sont tout à fait incapables d'en apporter à leur propre peuple en Europe. Et, de plus, chez eux, ce sont les politiciens qui affirment qu'ils ne savent plus quoi faire pour assainir leurs eaux usées et surtout, ne plus les déverser n'importe comment dans la nature, dans la mer, sur les plages. L'eau potable, mais empoisonnée à l'arsenic. L'arsenic est l'un des poisons les plus dangereux au monde. C'est celui avec lequel l'empereur français Napoléon Ier aurait été assassiné d'après la légende. Il est aujourd'hui utilisé dans la fabrication des insecticides et des raticides, très efficaces pour tuer les nuisibles. L'Organisation mondiale de la santé a établi qu'au-dessus de 10 microgrammes d'arsenic par litre d'eau, il devient dangereux pour la santé. Il est alors responsable de divers cancers, notamment du poumon, de la peau, des reins, etc. L'arsenic est aussi responsable de maladies cardiovasculaires, plusieurs morts par crise cardiaque ont été dues à cette substance. Lorsque quelqu'un est assassiné à l'arsenic, le médecin légiste, pour le savoir, étudie des terminaisons du corps de la victime telles que les cheveux, car ce poison, bu généralement dans l'eau, se fixe très rapidement dans les cheveux et les ongles. Les symptômes d'intoxication à l'arsenic sont généralement des maux de tête, douleurs abdominales, étourdissement et vomissements lorsque les doses sont faibles, et à très forte dose, c'est le coma puis la mort qui s'ensuivent immédiatement, parce que les organes vitaux du corps comme le cœur, le cerveau, les reins et le foie sont grièvement endommagés.
En Europe, la plupart des eaux jugées propres à boire par les êtres humains sont en effet empoisonnées à l'arsenic. Que ce soit l'eau du robinet que l'eau en bouteille. En France, par exemple, pour ne pas fâcher les producteurs des eaux minérales, il n'existe aucun contrôle, aucune norme, aucune limite et donc aucune indication sur les étiquettes des eaux minérales de la présence et la quantité d'arsenic. C'est ce qui fait dire en France que l'eau du robinet est plus saine que l'eau minérale en bouteille. Oui, on le dit, sans jamais expliquer pourquoi. C'est très grave, parce que cela ne se passe pas en Corée du Nord. Et la plupart des ONG qui sont si gentilles pour s'occuper d'approvisionner les Africains en eau tournent toute la tête ailleurs, puisque souvent, pour aller en Afrique, elles sont financées aussi et surtout par ces mêmes industries qui vendent ce poison. Le fait le plus paradoxal arrive lorsque les plus grands sommets et réunions au plus haut niveau en Afrique se tiennent avec sur la table ces bouteilles d'eau française à l'arsenic. Alors que les eaux africaines sont réputées être les plus pures et les plus saines au monde par l'absence des industries polluantes et de l'élevage intensif. Le mensuel français 60 millions de consommateurs a publié le 25 mars 2013 le résultat d'une enquête menée en testant 47 bouteilles d'eau minérale prises dans le commerce. Ce résultat repris dans le numéro d'avril 2013 est des plus surprenants. Les marques d'eau minérale les plus connues figurent dans cette étude, celle la plus connue y tient d'ailleurs une très bonne place, parmi celles les plus contaminées, notamment aux pesticides. Selon l'OMS, au-dessus de 20 mg d'arsenic par litre dans l'eau du robinet ou dans la bouteille d'eau minérale, celui qui la boit mettra 10 ans pour développer le cancer des reins ou des poumons. Et mon pari depuis toujours est que tôt ou tard, le peuple européen saura que ses politiciens le trompent et, ce jour-là, les eaux minérales africaines seront recherchées comme des pépites d'or. Au vu de tout ceci, ça fait bien rire ces slogans humanitaires qui ont envahi les supermarchés en Europe, afin de tirer quelques sous de la poche des consommateurs. En fait, en Europe, si vous vous trouvez au niveau des rayons consacrés aux eaux minérales dans les boutiques ou grandes surfaces, vous trouverez sur certaines bouteilles, des étiquettes publicitaires affichant une belle africaine habillée en tissu pagne en train de boire de l'eau jaillissant d'un robinet, parfois l'image montre plutôt un enfant. Mais connaissant la propagande occidentale, sur la qualité de l'eau en Afrique ou bien sur l'Afrique en général, vous seriez en train de vous demander pourquoi est-ce qu'une marque voudrait elle s'associer à une image dont les liens avec l'Afrique sont assez évidents. C'est quand on se rapproche très bien de l'éthique qu'on peut lire ce type de message, 1 litre acheté égale 10 litres puisés au Niger. Niger pouvant être remplacé par d'autres pays africains, surtout ceux de la zone sahélienne. Cet appel à l'achat, d'un nouveau genre, est représentatif des messages publicitaires actuellement utilisés en Europe pour vendre de l'eau minérale. Acheter cette eau devient une action humanitaire, la publicité n'est plus là pour vanter les qualités de l'eau, non, le message et l'image demandent d'avoir une pensée pour les pauvres Africains, il suscite un sentiment de pitié pour eux, et finalement invite à les aider pour qu'ils puissent profiter d'une eau saine comme les citoyens européens. Flattés dans leurs égos devant ces rayons commerciaux, les clients européens ne savent pas que c'est d'eux-mêmes qu'ils doivent avoir pitié, quand on connaît les problématiques de qualité de l'eau chez eux, qu'elle soit embouteillée ou provenant d'un service d'adduction en eau potable. J'ai l'eau du robinet empoisonnée dans 128 communes italiennes selon l'Union européenne. Le 28 octobre 2010, la Commission européenne à Bruxelles prend une curieuse décision avec la référence C 2010-7605. À la lecture des premières lignes, on a l'impression de se trouver devant l'énième document ennuyeux que promulgue cette institution. Mais plus on avance dans la lecture et plus on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'intrigue y est dans chaque chapitre. On a l'impression de lire la préface d'un roman d'horreur. Et de découvrir ensuite, avec stupeur, que l'Europe est en train de refuser de proroger pour la 3e fois aux politiciens italiens le droit de continuer d'empoisonner leur propre population avec l'eau du robinet à l'arsenic. Dans ce document de 66 pages, la Commission européenne fait la liste de 128 communes italiennes, comme celle de Velletri, aux portes de la capitale italienne, dans lesquelles la concentration en arsenic dépasse souvent allègrement les 50 microgrammes par litre, c'est-à-dire plus de 5 fois le degré autorisé par l'Organisation mondiale de la santé. Sur ces 128 municipalités, on peut compter 91 communes dans la région de Lazio, Rome, 19 en Toscane, Florence, 10 en Trentino Alto Adige, Bolzano, et 8 communes en Lombardie, Milan. La Commission européenne, par cette décision, oblige l'Italie à ne plus mentir à ses citoyens et à leur dire la vérité, c'est-à-dire qu'ils boivent du poison, appelé eau potable du robinet, avec souvent une pensée pieuse pour les pauvres Africains qui n'ont pas la chance d'avoir d'eau à boire. L'arsenic a empoisonné pratiquement tous les sols d'Europe à cause de la surutilisation des pesticides pendant trop longtemps.
Le pesticide qui, pour être efficace et tuer le maximum d'insectes qui s'attaquent aux plantes, est fait à base d'arsenic. C'est ainsi qu'avec l'épandage, l'arsenic va couvrir les terres agricoles qui sont ensuite abondamment lessivées avec le ruissellement des eaux de pluie. Et c'est ainsi que l'arsenic atteint les nappes phréatiques où on va puiser l'eau, traitée au chlore contre les micro-organismes vivants et non contre les poisons. Ce produit toxique est interdit dans de nombreux pays, mais pas aux États-Unis, qui en font un usage largement abondant et avec des conséquences dramatiques sur l'alimentation. H100% du riz américain empoisonné à l'arsenic. Le 14 octobre 2012, le mensuel américain Consumer Report fait la publication d'une étude réalisée sur 32 types de riz différents et 200 échantillons de produits à base de riz. Le résultat est sans appel, tous les produits étaient contaminés à l'arsenic à des taux supérieurs à la norme consentie par la législation américaine. Tout cela est dû à une eau contaminée utilisée pour arroser les plantations de riz. Le magazine nous informe par la même occasion que certains types de riz étaient contaminés par l'arsenic inorganique, qui est un cancérigène humain très dangereux responsable notamment des cancers de la vessie, de la peau et des poumons. Consumer Report conclut en nous disant qu'une portion de riz testé contenait entre 3,5 à 6,7 microgrammes d'arsenic inorganique, c'est-à-dire que le décès par cancer est garanti au bout d'une dizaine d'années d'absorption de ce riz. En Europe, les choses ne vont pas mieux. En mai 2013, le Danemark a recommandé aux parents de ne plus servir à leurs enfants le riz et les produits à base de riz tels que le lait de riz, le riz au lait et les nouilles chinoises, à cause de la présence d'une forte dose d'arsenic dans le riz cultivé au Danemark. C'est un poison qui passe facilement de l'eau aux aliments. Le petit déjeuner quotidien des petits Danois à base de céréales au riz soufflé est également déconseillé. Un des robinets français des plus pollués au monde, le cas de la Bretagne. Selon l'Union européenne, 2 millions de Français n'ont pas accès à l'eau potable. Les autres ont de l'eau, mais polluée à cause de la surutilisation des pesticides ainsi que de l'élevage intensif. Nous allons voir le cas de la région française de la Bretagne. Cette région représente à peine 7% de la surface agricole française, mais 50% de l'élevage français de volailles, 50% des élevages de porcs et 30% des élevages de bœufs et de vaches. Les excréments et urines des élevages sont d'une quantité tellement élevée qu'on ne sait quel miracle faire pour les éliminer. C'est ce qui va expliquer que la quasi-totalité des cours d'eau sont contaminés, jusqu'à contaminer même les nappes phréatiques. Lors d'une conférence de presse que Sylvie Pradel, administratrice nationale de l'association de consommateurs UFC Que Choisir, donne à Paris le 20 mars 2012, on apprend que 2750 communes françaises ont l'eau du robinet contaminée. C'est-à-dire non conforme à la législation française. Mais qu'est-ce que cette norme? C'est que l'eau du robinet peut contenir jusqu'à 50 mg de nitrate, et au-delà, on retient qu'elle est polluée. En comparaison, les prélèvements que nous avons réalisés dans les villages camerounais d'eau de source présentaient après analyse un résultat d'aucune trace de nitrate, donc, les eaux les plus pures au monde. Madame Pradel conclut avec tristesse, il y a près de 2 millions de consommateurs qui paient pour de l'eau significativement polluée. Les communes françaises qui distribuent de l'eau aux normes y arrivent parce qu'elles potabilisent l'eau grâce à des solutions essentiellement palliatives, dilution de l'eau, dépollution ou abandon de captage. C'est ce qui va expliquer que le 27 février 2012, par un communiqué, la Commission européenne de Bruxelles nous informe avoir traduit les politiciens français devant la Cour européenne de justice parce qu'ils continuent d'empoisonner leur propre peuple. Voici ce que récite l'intitulé du communiqué. La Commission européenne traduit la France devant la Cour de justice de l'UE pour n'avoir pas pris de mesures efficaces contre la pollution des eaux par les nitrates. La Commission demande donc instamment à la France de prendre des mesures en désignant davantage de zones et en élaborant des plans appropriés pour faire face aux problèmes. Mais la lenteur des progrès et l'insuffisance des changements proposés ont conduit la Commission à transférer le dossier à la Cour de justice. C'est finalement le 13 juin 2013 que tombe la sentence de la Cour de justice de l'Union européenne, CJE, qui condamne la France pour infraction vis-à-vis de la directive nitrate de 1991. L'arrêté indique une liste de 19 000 communes françaises dites vulnérables où les eaux du robinet sont polluées, c'est-à-dire au-dessus de 50 mg/l. Si rien n'est fait dans un délai raisonnable, cette sentence est un simple prélude à une possible amende de plusieurs dizaines de millions d'euros, et même à des pénalités pouvant atteindre 130 000 euros par jour. Voici 4 réactions de personnages publics à cette condamnation de la France. Jean-François Picot, porte-parole de l'association Eau et Rivières de Bretagne, les gouvernements français ont préféré appliquer la directive à minima, faisant ainsi supporter aux contribuables et aux consommateurs le milliard d'euros que coûte chaque année la pollution des eaux par les nitrates plutôt que de faire évoluer les systèmes de production agricole.
Cette condamnation intervient 3 jours après que l'Assemblée nationale a abandonné le projet de taxation des engrais à base d'azote minéral. L'eurodéputée Sandrine Bélier, l'État français cède depuis des décennies aux sirènes des lobbies de l'agriculture intensive et s'éloigne de son rôle de garant de l'intérêt général. Corinne Lepage, ancienne ministre française de l'écologie, le déni de réalité dans lequel la France s'enfonce en matière de pollution des eaux nous revient en boomerang avec une double peine, pollution de nos eaux par les nitrates avec les algues vertes pour lesquelles la Cour d'appel de Rennes vient encore de condamner l'État et menace de très fortes sanctions pécuniaires. Arnaud Bosséman, avocat, spécialiste du droit de l'environnement, ce dossier est sans doute l'un des plus graves échecs pour le droit de l'environnement. Il révèle une carence importante du dialogue environnemental ainsi qu'une incapacité de l'État à exercer ses pouvoirs de police et à organiser un nouveau modèle agricole. L'eau du robinet polluée par les médicaments, l'exemple de l'Allemagne. Comme nous le rapporte le chercheur américain Peter Montag dans la revue scientifique HLS Environnement and Health Weekly, N°614, du 3 septembre 1998, la première fois que des spécialistes ont mené des recherches sur la présence de médicaments dans l'eau remonte en 1976. Les tests avaient été réalisés aux États-Unis dans la station d'épuration des eaux de Deep Blue River, Kansas City. Il faudra attendre 1997 pour que leurs auteurs aient le courage de révéler ce qu'ils avaient trouvé dans la revue scientifique Life Science du 15 janvier 1997. Après que ces auteurs téméraires aient été foudroyés sur la route de Dama de l'industrie pharmaceutique, un silence radio règne sur la communauté scientifique. Pendant ce temps, c'est en 1992 que pris dans l'euphorie de la chute du mur de Berlin et l'unification des deux Allemagnes que les chercheurs vont profiter d'une relative liberté et s'attaquer à ce problème. Ils vont ainsi trouver dans l'eau de l'acide chlorhydrique, Sandia, contenu dans les médicaments pour combattre le cholestérol. Des études convergentes des chercheurs danois, suédois et allemands ont ainsi prouvé que la mer du Nord est un dépotoir de cette substance qui fait que la totalité du poisson pêché est contaminée, comme le stockfish séché et vendu partout en Afrique comme la Ferrari des poissons. Selon Montag, les prélèvements d'eau du robinet dans la ville de Berlin pendant 10 ans ont prouvé qu'elle était contaminée aux médicaments, antibiotiques, hormones, tranquillisants, antalgiques puissants, produits utilisés en chimiothérapie du cancer, etc. Il cite de nombreux chercheurs allemands qui soutiennent que quel que soit l'échantillon d'eau prélevé dans n'importe quelle ville allemande, lorsque l'étude est bien menée, on retrouve une contamination de 30 à 40 types de médicaments différents. Mais comment est-ce possible que l'eau du robinet soit contaminée aux médicaments et aux diverses drogues comme cocaïne, crack et marijuana? Tout est lié au système d'épuration des eaux usées qui sont ensuite reversées dans les rivières et fleuves qui vont approvisionner les stations de captage d'eau et les rendre potables pour être envoyées au robinet des maisons. Pour mieux le comprendre, examinons le système de la centrale d'épuration d'une ville comme Montréal au Canada. Qu'à la vérité sur les stations d'épuration, le cas de Montréal au Canada. Une station d'épuration est conçue pour traiter les eaux usées d'origine domestique, agricole ou industrielle. Elle est faite de 3 stades différents: traitement primaire où ne sont éliminés que les objets solides présents dans l'eau usée, ensuite vient le traitement secondaire où les micro-organismes vont s'attaquer aux matières organiques pour les digérer, et enfin le traitement tertiaire où l'eau est désinfectée. Dans la pratique, les stations d'épuration en Amérique du Nord et en Europe ne se contentent que du traitement primaire. Le pire est que, même dans le traitement secondaire, les micro-organismes ne peuvent pas éliminer les médicaments, les drogues, les parfums, etc. Dans 2 études distinctes, la première de 28 pages et la deuxième de 11 pages, intitulée Eaux usées et fleuve Saint-Laurent, problèmes et solutions, les auteurs Hélène Godmer du collectif Union Saint-Laurent Grand Lac, Andréane Demer et Édith Lacroix du collectif Au Secours, nous parlent du bassin des Grands Lacs au Canada et le fleuve Saint-Laurent qui couvre une superficie de 766 000 km² et draine un bassin d'environ 1 610 000 km² avec 25 millions d'habitants qui y puisent leur eau potable. Mais ils rejettent aussi leurs eaux usées, avec la station d'épuration de Montréal supposée faire des miracles mais qui au fond se révèle être une vraie passoire, se contentant du traitement primaire, soit de simplement retenir les objets solides dans les eaux usées pour les reverser ensuite tout aussi brutes dans le fleuve Saint-Laurent. Pour nous expliquer la gravité de cette situation, les auteurs fournissent même des chiffres. La station d'épuration de Montréal qui traite 40% des eaux usées de toute la province du Québec déverse des eaux traitées au premier degré dans le fleuve Saint-Laurent à un débit journalier de 2,7 millions de M3 composés de détergents et divers produits nettoyants, de drogues et de médicaments qui reviennent ensuite tout aussi naturellement dans la chaîne alimentaire à commencer par les poissons, les eaux rendues potables pour l'agriculture et la consommation humaine.
C'est ainsi que dans cette province comme aux États-Unis, on a dans nos plats du riz à l'arsenic. Quelle conclusion? Lorsqu'on décortique les informations contenues dans cette leçon, on est en droit de se demander comment est-ce possible que toutes ces populations en Occident acceptent d'être empoisonnées par leurs propres politiciens. C'est tout simplement parce qu'ils vivent sous la dictature. Par erreur, on croit généralement que la dictature n'est qu'une exclusivité des systèmes politiques dans tel ou tel pays. En réalité, aujourd'hui, la dictature est comme atomisée, dispersée et présente à chaque grade du pouvoir, surtout économique, de la société. En Occident, il y a la dictature des lobbies industriels. Et dans le cas de l'eau et des aliments contaminés qu'on sert allègrement à la population, c'est à cause de la dictature des industries agroalimentaires. Ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est qu'aux États-Unis on n'est pas libre de critiquer ces industries et comme dans les régimes dictatoriaux. Si vous le tentez, vous allez tout droit en prison. Dans l'État du Colorado par exemple, vous allez droit en prison si vous critiquez la viande aux hormones. Vous y allez même si vous photographiez et publiez la photo d'une ferme ou des animaux dans leur cage d'élevage. Aux États-Unis, la dictature n'est pas là où l'on l'attend. Elle se trouve dans votre plat de nourriture et personne n'a le droit de se poser cette simple question, pourquoi les Américains sont-ils aussi nombreux à être obèses? Qu'y a-t-il de si différent dans leur plat pour arriver à de telles exagérations sur le poids des personnes? On ne se trouve pas en Corée du Nord, mais bien au cœur de la tant vantée démocratie avancée de l'Occident. Vous êtes libre de dire tout ce que vous voulez si personne ne vous entend, mais si vous devez le dire sur une chaîne de télévision, c'est la prison garantie. C'est en tout cas ce qui est arrivé à la présentatrice de télévision Oprah qui va l'apprendre à ses dépens. En avril 1996, Oprah Winfrey, la célèbre présentatrice de talk show aux États-Unis, invite Howard Liman, un activiste végétarien de l'Human Society of the United States pour commenter l'épidémie de vaches folles qui débute en Grande-Bretagne et les probables conséquences sur le consommateur américain. L'émission est regardée par 22 millions d'Américains. Le lendemain, le prix du bœuf chute de 10%. Des éleveurs texans traînent Oprah Winfrey en justice pour incitation à la peur de manger du bœuf, prétextant avoir perdu des millions de dollars à cause d'elle. Le procès débute en janvier 1998 et mettra 4 ans pour se conclure avec la victoire d'Oprah Winfrey dont les avocats avaient pu prouver qu'avec les images à la télévision de la vache folle en Grande-Bretagne, le prix du bœuf était déjà en train de chuter avant son émission. À première vue, Oprah Winfrey avait gagné le procès, mais lorsqu'on regarde de plus près, c'est la dictature de l'industrie agroalimentaire qui a gagné ce procès, parce que, oui, Oprah Winfrey a évité la prison, mais elle a payé en 4 ans 1 million de dollars en frais d'avocat. Un chiffre suffisamment élevé pour décourager tout reporter, journaliste, chercheur, commentateur radio, présentateur télé ou même politicien qui aurait la malchance de vouloir s'intéresser à ce que mangent les Américains, même pas le président des États-Unis. Son épouse Michelle Obama est obligée de passer par un subterfuge pour traiter le sujet, en invitant tout simplement les Américains à manger des légumes et faire du sport, pas plus. Si elle va au-delà, elle sait ce qui l'attend. Quelle leçon pour l'Afrique. On ne peut pas opprimer tout le peuple, tout le temps, disait le président américain Lincoln. Aujourd'hui, le peuple européen et américain vit une forme de dictature des industries agroalimentaires, mais qui ne pourra pas durer à l'infini. Tôt ou tard, ces peuples trouveront le moyen de se libérer de leur dictature. Ce jour-là, ils voudront de la nourriture et de l'eau saine. Ce jour-là, l'Afrique doit être prête à la lui livrer. Elle en a les capacités et les moyens. Il ne manque plus que la volonté politique et économique pour s'organiser en vue de ce rendez-vous qui ne saura tarder. Lorsqu'avec mes collaborateurs, dans notre expérimentation dans les villages camerounais, nous posons comme objectif, là où c'est possible, d'embouteiller de l'eau de source du village pour le marché européen, plusieurs élites nous voient comme des extraterrestres et nous rappellent souvent que l'eau minérale va de la France pour le Cameroun et que l'inverse leur semble bizarre. Ce qu'ils ne savent pas, c'est tout simplement que nous avions compris que la révolution du peuple européen pour se libérer de l'oppression d'une alimentation malsaine ne va pas tarder, et que nous préparons juste nos villages à être prêts pour ce rendez-vous. De la même manière, les États doivent sécuriser leurs sources afin d'éviter l'assaut des mêmes prédateurs qui viennent de mettre à genoux l'Occident et de garantir leur qualité. Contrairement à ce qu'on pourra imaginer, l'eau pure et saine d'Afrique va susciter de loin plus de convoitises dans les 20 prochaines années que le pétrole. Car on peut trouver des sources alternatives au pétrole, mais à ce jour, rien ne remplace l'eau. Cette eau que l'Afrique a en abondance et qui peut et doit faire son bonheur dans les prochaines années, à condition que les dirigeants politiques et économiques en comprennent la haute valeur stratégique.
entre pays européens. Aujourd'hui, ceux qui ont plus d'eau potable à disposition la vendent déjà à prix d'or à ceux qui en ont moins. Par exemple, dès 1983, Marseille livre des bateaux-citernes chargés d'eau potable à la ville espagnole de Barcelone. Et le 21 mai 2008, on est passé à la vitesse supérieure avec des livraisons quotidiennes de 36 000 m3 d'eau potable au prix de 1 euro M3. Il n'est pas toujours facile d'accéder à ces informations sensibles sur la vente des bateaux-citernes d'eau en Europe. Mais selon les bilans des deux entreprises qui potabilisent et distribuent l'eau à Marseille, la Société du Canal de Provence, SCP, et la Société des eaux de Marseille, SEM, nous savons qu'entre 1989 et 1990, Marseille a livré à l'île de Sardaigne en Italie 1,5 million de mètres cubes d'eau potable. Ailleurs en Europe on vole l'eau potable. Oui, vous l'avez bien compris, l'eau potable est à ce point devenue une denrée tellement rare qu'elle est volée. C'est en tout cas ce que l'on pouvait lire à la une du quotidien italien La Repubblica du 10 septembre 2011 avec ce titre: Sprechi, furti, alassi abusivi, la rubata di Palermo, gaspillage, vol, connexion clandestine, l'eau volée de Palerme. Sous la plume de deux journalistes, Sara Scarafia et Antonio Fraschilla, nous découvrons que dans les trois principales villes de Sicile en Italie, c'est-à-dire Palerme, Catane et Syracuse, c'est bien la moitié de l'eau du robinet qui est volée en cours de chemin. À cause de la rareté de l'eau et donc de son prix élevé, des personnes s'activent toute la nuit dans l'obscurité avec de simples torches et à creuser pour installer des canalisations clandestines et voler l'eau de la ville. Lorsque leur compte est bon, ils s'attellent à refermer la terre avant l'aube. La ville de Palerme a dû se doter d'une brigade spéciale pour ces voleurs d'un genre nouveau et son chef, un certain Guido Catalano, explique aux journalistes de la Repubblica que, pour le seul mois d'août 2011, ils ont pu découvrir 100 canalisations clandestines pour voler l'eau de la ville. L'Afrique doit se préparer pour ne pas subir ce banditisme international d'un nouveau genre qui risque de s'abattre sur elle tôt ou tard, habillée en communauté internationale venue aider à sauver des tribus prétendument gazées à l'arme chimique par le dictateur désigné du moment. Les Africains doivent s'équiper pour optimiser leurs chances de tirer profit de la situation de manque d'eau potable en Europe. Pour gagner cette future guerre de l'eau que l'Europe prépare déjà contre l'Afrique, cette dernière doit déjà être consciente de sa position de privilège dans ce domaine très stratégique et savoir se préparer non seulement pour se défendre convenablement le moment venu, mais aussi, et surtout pour en tirer profit et financer sa propre prospérité. Voilà, le 3 septembre 2013. Mise à jour le 9 février 2017, Jean-Paul Pougala. Ex-vendeur à la sauvette d'ananas. Voilà. Bon. Code 719, je ne sais pas pour combien de temps cette page restera encore ouverte. Donc, Leçon de géo... la vérité triomphera. L'Afrique vit une situation chaotique par le plan des Occidentaux. Oui, les Occidentaux, 666. La destruction de notre continent, qui est l'Afrique, leur intéresse. Oui, pillage des minéraux, et en même temps, l'eau. Oui, l'eau. L'eau. Les gens doivent s'intéresser des problèmes de l'Afrique. Très important. By 2030, a glass of water like this one might cost you something like this. And while that might... By 2030, a glass of water like this one might cost you something like this. And while that might seem like an exaggeration now, we really don't know what the future of water will be, especially when the threat of severe water scarcity is expected globally within the next 2 decades. According to the National Academy's Water Information Center, about 70% of the world's surface is water, but less than 1% of it is drinkable, represented by that tiny dot over the United States. Now, you can turn salt water into drinking water through a process called desalination, making it seem like a simple solution, but it is actually a time-consuming, costly
process that can also have negative impacts on the environment. So why don't we take the issue of water scarcity more seriously, people? Here in the U.S., people believe that water will always be around, and that might be because even in places like Las Vegas, a desert environment where human life isn't logically sustainable, have the money to bring in water from elsewhere. Now compare that to this map from the World Health Organization. It identifies areas like Ethiopia, Somalia, and Western Sahara, where fewer than 25% of the population had access to clean drinking water as of 2002. Back in 1999, the UN Development Program said that fighting over resources adds the scarcity of water over the next 25 years will possibly be the leading reason for conflicts in Africa, not oil. So, are we on the brink of a water war? The saying goes, water, water everywhere, but not a drop to drink. According to former Secretary of State Hillary Clinton, speaking on the topic of water scarcity, these threats are real and they do raise national security concerns. And the risk of water wars only increases as water becomes scarce, making a simple bottle of water like this one a lot more expensive in the future. In Washington, D.C., Gabino Garay, RT. Bon, donc, je vais mettre autre chose. Autre chose. Mais à qui appartient l'eau d'abord? À qui appartient le contenu des nuages? À qui poser ce genre? Considéré effectivement comme un bien commun, comme l'Union européenne, qui déclare... Mais à qui appartient? Voilà. Excusez-moi. L'eau d'abord. À qui appartient le contenu des nuages? À qui poser ce genre de questions, si ce n'est à un spécialiste des politiques de l'eau? L'eau est un bien commun dans certaines régions du monde, mais pas dans toutes. Il y a des pays, par exemple, qui considèrent que l'eau... Voilà pourquoi Ali Bongo... de celui qui possède la terre et les gisements d'eau qui peut en disposer. Voilà pourquoi Ali Bongo XPD refuse de l'eau potable au peuple gabonais. L'eau qui puisse couler dans les robinets. Et 8% aussi refusent de l'eau au peuple congolais de Brazzaville, Kabila aussi. Parce que ce sont des reptiliens, des avatars. Suivez. Poser à sa guise. La vendre, par exemple, si bien lui enchante, comme par exemple un pays comme le Chili, ce qui provoque beaucoup de problèmes écologiques d'ailleurs. Et puis il y a des régions du monde où l'eau est considérée effectivement comme un bien commun, comme l'Union européenne, qui déclare dans la directive, la fameuse directive 2000, que l'eau est effectivement un bien commun, qui n'est pas commercialisable dans n'importe quelle condition et qu'elle est gérable sur le long terme. Les usages de l'eau sont multiples. Les industriels font un usage de l'eau pour fabriquer de ramettes de papier, ce sont des litres d'eau qui sont utilisés. Les agriculteurs font un usage intensif de l'eau aussi, puisque il faut savoir que la majorité de la consommation d'eau, plus de la majorité, plus de 70% de l'eau est consommée par les agriculteurs. Mais aussi, bien entendu, les particuliers qui, chez eux, en tournant le robinet, font usage de l'eau, ont besoin d'eau propre. Elle ne doit pas être polluée par les industriels ni par les agriculteurs. Donc tout ça est source de conflits. Dans différentes régions du monde, l'eau est effectivement source de conflits majeurs. Certains parlent de guerre de l'eau. Le conflit Proche-Orient entre Israël, la Palestine et la Syrie. On sait que le Golan est en partie, le conflit du Golan au nord d'Israël et au sud de la Syrie est largement lié au fait que ces deux pays regardent les coulées d'eau de cette région avec beaucoup de convoitises. Ça donc donné lieu à un conflit armé de plusieurs années. Autre conflit majeur, toujours dans le Moyen-Orient, mais en remontant plus vers le nord, c'est le conflit entre la Turquie et la Syrie. Et on sait très bien que le Tigre et l'Euphrate sont l'objet d'un conflit majeur, puisque pour des raisons de développement économique du sud-est de la Turquie, eh bien, la Turquie a voulu opérer un développement agricole et un développement économique par l'agriculture de cette région. Et la Turquie a mis en place des barrages d'une extraordinaire puissance pour alimenter tout le sud-est de la Turquie. Seulement le problème, c'est que la Turquie a soif, littéralement, du nord de la Syrie.
Et l'on sait que ces deux pays sont en conflit majeur pour cette raison. Voilà. Donc, voilà. Donc, quand vous regardez en Afrique, les dictateurs refusent de l'eau au peuple africain parce que ce sont des reptiliens et parce qu'ils savent ce qu'ils font derrière. On est allé, nous, de Santiago du Chili, on est descendu sur Balmaceda. De Balmaceda, on a beaucoup roulé parce qu'on roule sur des milliers de kilomètres. On arrive à ce qu'on appelle la lagune à San Rafael. Bon. Attendez. J'arrive. Bon. L'eau recouvre 70% de la planète, mais moins de 1% de la totalité de l'eau sur Terre est potable. Et Bon. Voilà. Maintenant. Donc, la guerre de l'eau. Oui, la guerre de l'eau.
17 октября 2010 года на берег Аденского залива выбросило судно. Картина на борту открывалась страшная. Более 100 иссушенных тел. Судно потерпело аварию, и все эти люди, оставшись без связи, без еды и, главное, без питьевой воды, дрейфовали по морю 2 недели. За это время... De litres d'eau dépensons-nous chaque jour, sans le savoir. Quel volume se cache à l'intérieur des produits que nous consommons. Il faut 140 litres pour produire une tasse de café, 10 litres pour un seul morceau de sucre, 170 litres pour ce verre de jus d'orange. Cette eau provient du monde entier. Nous allons remonter sa piste pour comprendre comment nous gaspillons de l'eau. À 3 heures d'avion en plein désert marocain, les touristes se doutent-ils de la quantité d'eau qu'ils utilisent? 500 litres par jour. Et quand vous avez de l'eau, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est la vie. Cette situation provoque la révolte des plus démunis qui n'ont pas accès à l'eau courante. La guerre de l'eau n'a pas commencé, mais on doit vraiment changer complètement. Sans partir si loin, en France, notre eau est-elle protégée? Il faut savoir ce qu'on veut au bout d'un moment aussi. Est-ce qu'il faut manger ou est-ce qu'il faut absolument tout préserver En cause, une denrée en apparence anodine, le lait. Comment imaginer qu'en buvant du lait, nous contaminons notre eau du robinet et épuisons nos ressources? Vous êtes venu là parce que vous savez que j'arrose quelque part. Oui, j'ai vu vous arrosier le champ d'à côté. Ah, parce que j'ai le droit. Comment si je n'avais pas le droit, on me sortirait. À l'autre bout de la planète, au Brésil, ce sont nos cahiers d'écoliers qui provoquent des ravages. Privatisation des ressources. 100% de cette eau est contrôlée par l'industrie de la pâte à papier. Elle ne bénéficie pas à la société. Assèchement délibéré des rivières. La mer est très sèche. Nous allons analyser l'eau rejetée dans la mer par l'industrie papetière. Qu'allons-nous découvrir? Des usines brésiliennes, en passant par les champs agricoles français, jusqu'aux contrées touristiques du Maroc. Enquête sur les gaspillages de l'eau et les aberrations de nos modes de consommation. Il existe une eau dont nous profitons sans nous soucier des conséquences, celle utilisée pour nos vacances. Au Maroc, un touriste consomme 500 litres par jour, 12 fois plus que la population locale. Cette inégalité attise la colère des quartiers populaires. Depuis 2010 à Marrakech, des milliers de manifestants descendent régulièrement dans la rue pour dénoncer le prix de l'eau. Une bouteille à la main, l'orateur harangue la foule. Ces manifestations vont dégénérer, 30 personnes seront arrêtées. Pendant ce temps, au cœur du désert, 1,5 million de visiteurs viennent chaque année chercher la chaleur les pieds dans l'eau. Ces touristes font vivre les 3/4 de la population locale. Le compteur de leur consommation en eau se déclenche dès qu'ils mettent les pieds à l'hôtel. Avec ses 3 piscines et son spa, ce 5 étoiles fournit la prestation qu'attend tout vacancier à Marrakech. Détrompez-vous, ce n'est pas ce qui consomme le plus. Dans les sous-sols de l'hôtel, Ali Chaoui, son directeur, veut nous montrer l'activité la plus boulimique en eau. Direction la buanderie où standing oblige, le plus grand soin est apporté aux serviettes et aux nappes. Ça, c'est le produit le plus indispensable de l'hôtel. Nous devons avoir 500 serviettes de table jour,
plus 150 nappes par jour. Vous allez rien faire Mettre des serviettes en papier, c'est pas digne d'un 5 étoiles, parce que le but final, c'est de ne pas du tout affecter le fonctionnement ni le confort du client, ni l'hygiène. Ce luxe coûte cher en eau. Changement des draps, des baignoires, des serviettes de toilette, nettoyage quotidien des chambres. Pour 120 clients par jour en moyenne, cet hôtel consomme autant d'eau que 10 000 Marocains. À Marrakech, d'autres structures font même le pari fou de transformer cette cité du désert en station balnéaire. Il y a 5 ans, la mer est arrivée à Marrakech. Le directeur de ce parc aquatique est fier de nous montrer son innovation, une piscine à vagues la plus importante d'Afrique. Elle contient 3 millions de litres d'eau. On peut s'imaginer qu'on est au bord de la mer, écoutez. C'est ce que dans Exactement. la mer à C'est Marrakech. notre attraction phare. La mer à Marrakech. Pourquoi la mer à Marrakech d'ailleurs? Mais écoutez, nous avons le sentiment, sachant que nous sommes sur une destination qui est connue pour être chaude, que commercialement on va vraiment marquer les esprits. La mer à Marrakech, vous n'avez qu'à écouter. Si on n'est pas là pour voir ce qui se passe derrière, on se croit vraiment au bord de la mer. C'est la mer à quelle mer en fait ici? On va dire cette Agadir, l'Atlantique. Un vrai océan. Plus qu'une semaine avant le lancement de la saison touristique. Vous allez vous prendre 300 litres dans la figure. Les 9 bassins doivent être remplis. Un travail qui prend plusieurs jours. Voilà, elle arrive la flotte. Attention, elle arrive tout doucement. Avant, il nous fallait 10 jours. Au jour d'aujourd'hui, nous avons optimisé nos remplissages. En installant de nouvelles pompes, nous arrivons à le remplir en moins de 3 jours. Comment, en plein désert, ce complexe aquatique s'approvisionne-t-il en eau? C'est là où est concentrée toute l'arrivée d'eau des puits. Et je vais pas avoir de lumière ici. Ces tuyaux sont alimentés par les 4 forages privés dont dispose le parc. Ce sont des nappes phréatiques sur lesquelles nous allons ponctionner l'eau dont on a besoin sur le parc. Et qui sont profondes. Qui sont assez profondes. Nous pompons dès 40 mètres et sur certaines fois jusqu'à 120 mètres de profondeur. Pour cette eau pure, ce gérant affirme verser à l'État 10 000 € par an. Chaque jour, ce parc de loisirs consomme autant que 1400 Marocains. À en croire Asdine Messaoudi, cette consommation est dérisoire comparée aux autres activités touristiques du Maroc. Alors contrairement à ce que peuvent penser les gens, c'est un produit qui est très très économe en eau. À titre comparatif, nous consommons 5% de ce que pourrait consommer un golf. Le golf, c'est l'installation sportive la plus vorace en eau. Ces 10 dernières années, sous l'impulsion du roi, Marrakech est devenue la destination incontournable des golfeurs. Pas moins de 14 parcours comme celui-ci ont vu le jour. Le but, attirer une clientèle fortunée. Ça, c'est les potes de compétents, ceux-là. 1 mètre, 1 mètre 50. Là, c'est bon. 3 fois par an. Voilà. Là, nous allons passer sur autre chose.
vous souhaiter bonne soirée et voilà. Démocrates africains, les amis du monde entier, nous tenons à vous souhaiter bonne soirée et nous sommes bien dans la journée du 16 mars 2018 et nous sommes ici à Toronto, Canada. Bon, écoutez, chers amis, nous allons faire une petite présentation sur ce que nous avons intitulé l'Afrique centrale vers la guerre de l'eau. Pour ceux qui ont suivi Bob Ebaka hier, il vous a parlé dans son show, il a parlé de même l'eau, ils sont en train de vendre l'eau. Mais je crois que nous avions fait ces alertes depuis très longtemps. C'est depuis le 16 août 2016 que nous avons commencé à faire ces alertes. Lors de la première conférence que nous avons eu à organiser à Montréal, nous avons eu à faire cette présentation sur l'Afrique centrale vers la guerre de l'eau. Éventuellement, nous avons eu à démontrer quels sont les enjeux avec cette affaire d'eau qu'on veut vouloir, vous voyez, prendre, on peut dire, on veut contrôler l'eau. Et puis, nous avions fait une deuxième présentation, une très grande présentation à la bibliothèque Camille Leroy de Québec City. Nous avions aussi expliqué les enjeux, les enjeux de cette affaire d'eau d'Afrique centrale. Donc, chers amis, avant que nous rentrions dans le vif de nos sujets, nous voulons simplement dédier à cette présentation d'aujourd'hui à tous les étudiants de l'Université Maïwabi qui ont été emprisonnés comme et qui ont retrouvé la liberté aujourd'hui, malheureusement dans des conditions très critiques, c'est-à-dire que sur le site de nos amis, sentant déjà les dégâts qu'ils ont fait dans les tortures qu'ils ont infligées à nos jeunes étudiants, ils sont obligés de les sortir parce que l'affaire était médiatisée. Et nous savons que le leader de ces syndicat de ces jeunes étudiants a évidemment des grands problèmes des reins. Il y a des photos qui font le tour du web. On parle des tortures avec des psys, vous voyez, où on brûle les organes génitaux. Les gens qui n'ont pas commis des crimes, vous voyez, même ceux qui commettent des crimes, on ne peut pas les torturer parce que les tortures ne sont pas recommandées par les droits de l'homme, vous voyez, les droits de l'homme des Nations Unies. Vous voyez, c'est donc il y a quelques photos. Rapidement, on va, juste pour, avant que nous rentrions, nous avions voulu donc dédier cette vidéo à ces étudiants. Il y a par exemple le leader d'étudiants à Bandal qui a une sonde dans ces organismes. Il y a même complètement plié. Et donc, comprenons que dans les jours qui vont suivre, nous ne savons pas si réellement c'est de la possibilité. Et ça démontre le degré de la dictature, le degré des tortures qui se passe dans le monde. Et ça, c'est inacceptable.